Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'histoire du monde. Aujourd'hui, nous allons vous en apprendre plus sur la guerre civile syrienne, aussi surnommée la plus grande crise des réfugiés depuis des décennies, selon l'UNHCR. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu. Nous allons commencer avec la perspective géographique. En arabe, dite Syria, la République arabe syrienne est un État du Moyen-Orient. La Syrie est entourée au nord par la Turquie, à l'ouest par la mer Méditerranée et a une frontière maritime avec Chypre à l'ouest aussi, au sud-ouest par le Liban et par Israël, au sud par la Jordanie et à l'est par l'Irak. Sa capitale est Damas, dans le sud-ouest de la Syrie. Évidemment, la Syrie est un pays d'Asie continentale. Ce pays, ayant une superficie d'environ 185 000 km², a une population de 17 500 657 habitants en 2020 selon la Banque mondiale. Elle est classée 68e par rapport à la population sur les 196 pays dans le monde et a 95 personnes par kilomètre-carré. Elle possède une barrière montagneuse, le Jabal Ansariya, qui est d'ailleurs continué dans le sud par les chaînons de l'Anti-Liban, qui mesure 2629 mètres, et de l'Hermont, 2814 mètres. Celle-ci sépare une plaine littorale qui a un climat méditerranéen sur le plateau de l'Est, qui est tout simplement désertique. Un climat méditerranéen, c'est un climat tempéré où les 4 saisons sont bien définies, avec un été chaud et sec, un hiver beaucoup plus d'eau, il ne va pas en dessous de 0°C, et un printemps et un automne très pluvieux. Pour ce qui est de l'agriculture, on fait beaucoup de blé, d'orge, de coton, de tabac, de vigne, d'olivier, qui est d'ailleurs possible grâce à l'irrigation. L'élevage des moutons est la première ressource des nomades de Syrie orientale. Le pétrole est le premier produit d'exportation du pays. Il y a une quantité importante de côtes volcaniques au sud-est dans le Djebel Druze. Dans le désert de Syrie, il y a très peu d'oasis, mais dans la vallée de l'Euphrate, beaucoup d'aménagements ont été faits pour construire par exemple le barrage de Tabqa qui a créé le lac Assad et qui permet aujourd'hui l'agriculture dans la région du Djézireh. Selon l'Académie américaine des sciences, PNAS, la sécheresse qui a frappé les terres du nord de la Syrie en 2007 et 2010 pourrait avoir contribué à la révolte des habitants contre leur gouvernement en 2011. En effet, dans ces années, une grande sécheresse a frappé le Croissant fertile, une zone agricole vieille de plus de 12 000 ans. Cette région du monde a toujours connu des variations de climat, mais depuis 1900, avec l'industrialisation, elle a connu une augmentation de 1 à 1,2°C et une réduction de précipitations de 10%. Le système de vent qui amène la pluie s'est affaibli, ce qui a beaucoup diminué les précipitations durant les périodes normalement humides. Cela a beaucoup asséché les terres et les agriculteurs ont dû commencer à descendre dans les villes pour survivre. Les forages illégaux ont aussi beaucoup aidé à diminuer les réserves d'eau souterraine qui auraient pu aider pour la sécheresse. Ce qui a vraiment pu mettre la population par la suite en colère, c'est que le gouvernement de Bachar al-Assad n'a rien fait pour aider les gens qui partaient des terres complètement démunies et sans aide. Pour ce qui est des enjeux frontaliers, il y a un grand enjeu avec l'État islamique. L'État islamique qui est un groupe qui veut instaurer l'islam comme moyen principal de vivre en Irak et en Syrie pour pouvoir créer, d'où son nom d'ailleurs, un État islamique. La Syrie a donc beaucoup de conflits avec cette organisation car elle veut sans cesse conquérir une partie de son territoire. Pour une Syrie qui est déjà plus faible et démembrée à cause de la guerre civile, c'est très difficile. Pour ce qui est de l'enjeu israélien, les relations entre Israël et la Syrie sont très tendues depuis l'indépendance de l'État d'Israël. Malgré la ligne de cessez-le-feu mise en place avant le début de la guerre civile en Syrie en 2011, les deux États ont toujours été considérés comme en guerre. Après le début de la guerre civile en Syrie, Israël a mené des attaques en territoire syrien. En 1967, Israël prend un secteur militaire très important et stratégique, le plateau de Golan. Il y a d'ailleurs une immense ressource en eau là-bas. En 1981, celui-ci est annexé par Israël. Les premiers colons viennent déjà s'y installer. En 2007,
L'armée de l'air israélienne va envoyer ses troupes bombarder un réacteur nucléaire lors de l'opération Orchad. En 2010, la Syrie va accuser Israël de vouloir éviter la paix et va le menacer de potentiellement utiliser des missiles contre les villes ennemies. En 2011, la guerre civile commence en Syrie. De manière officielle, Israël est neutre, mais réalistement, il va mener plusieurs attaques. Tout d'abord, Israël va contre-attaquer des tirs perdus dans le plateau du Golan, même s'il était évident qu'il ne lui était pas destiné. Ensuite, il va attaquer des infrastructures militaires syriennes dans l'espoir d'éviter des exportations d'armes vers le Hezbollah, leur étant probablement destinées par rapport. Finalement, durant la guerre civile, Israël va appuyer les rebelles et donner de l'aide humanitaire aux réfugiés. En 2013, plusieurs raids israéliens sont dirigés vers Damas dans l'espoir de démanteler un potentiel centre de recherche d'armes chimiques. Nous allons maintenant parler de la perspective historique. Pour comprendre la dynamique et les tensions au Moyen-Orient, il faut savoir que les accords Sykes-Picot sont dénoncés, dans les pays arabes, comme un héritage des anciennes puissances coloniales de l'époque, le Royaume-Uni et la France. Depuis, les frontières sont restées telles qu'elles furent tracées en 1919, à l'exception du Sandjak d'Alexandrie, qui fut annexé par la Turquie en 1939. La guerre civile syrienne, aussi surnommée Révolution syrienne, est un conflit armé qui a débuté en 2011 dans le contexte du printemps arabe. Le conflit a commencé à cause de manifestations pacifiques qui avaient lieu un peu partout dans le monde en faveur de gouvernements démocratiques. Solidarité! En Syrie, c'était en faveur d'un gouvernement démocratique contre le régime baathiste déjà en place et dirigé par le président Bachar el-Assad. En été 2011, les régions voisines, en plus de quelques puissances mondiales, avaient déjà commencé à se séparer en deux groupes, les groupes pour et contre le régime d'Assad. En juin 2011, une organisation appelée l'Armée syrienne libre a vu le jour dans le but de protéger les manifestants ainsi que d'essayer d'affaiblir Assad. En janvier 2012, la Syrie est en guerre civile importante entre le gouvernement syrien, appuyé par la Russie et l'Iran, ainsi que les groupes de manifestants appuyés par les États-Unis, l'Arabie saoudite, la Turquie, ainsi que d'autres manifestants de régions rapprochées. La Russie est l'un des plus importants alliés d'Assad. Elle a bloqué des résolutions critiques au Conseil de sécurité de l'ONU. Elle a aussi continué d'approvisionner les forces armées syriennes en armes. De plus, Moscou voulait protéger un accès facile en bateau au port de Tartus, en Syrie. Ce port sert de base dans la mer Noire pour la Russie. Finalement, en septembre 2015, la Russie a commencé des attentats aériens contre les rebelles. L'Iran dépense des milliards de dollars par année dans l'équipement militaire pour soutenir le régime d'Assad. Il y a une alliance entre Syrie et Téhéran en Iran. Téhéran utilise la Syrie pour acheminer des armes et d'autres marchandises à ses milices et à ses alliés, notamment le Hezbollah au Liban et le Hamas à Gaza. En retour, le régime d'Assad reçoit une assistance militaire et politique. Les dirigeants iraniens ont vu la révolte contre Assad comme une menace, pas seulement contre lui, mais aussi contre eux. On porte donc à croire que l'Iran aurait eu de l'influence sur la décision du Hezbollah d'envoyer des soldats pour soutenir Assad. Le gouvernement turc est un fervent critique de M. Assad depuis le début du soulèvement en Syrie. La Turquie est un allié clé de l'opposition syrienne et a dû faire face au fardeau d'accueillir près de 2 millions de réfugiés. La Turquie a accepté de laisser la coalition dirigée par les États-Unis utiliser ses bases aériennes pour frapper la Syrie après un attentat à la bombe en juin 2015. Depuis la guerre d'Irak, les États arabes riches en pétrole le long du golfe Persique, en particulier l'Arabie saoudite, le plus grand et le plus fort, avaient été entraînés dans une sorte de guerre froide avec l'Iran, selon une théorie chiite. Les deux parties souhaitent diriger le cours politique du Moyen-Orient et on considère l'autre comme une menace fondamentale pour leur sécurité. Riyad est un important fournisseur d'aide militaire et financière à plusieurs groupes rebelles et a appelé à l'imposition d'une zone d'exclusion aérienne pour protéger les civils des bombardements des forces gouvernementales syriennes. Les dirigeants syriens rebelles furent fâchés contre la décision administrative d'Obama de ne pas intervenir en Syrie après l'attaque chimique des forces d'Assad. Les États-Unis blâment Assad d'avoir commis des atrocités et lui demandent, gentiment, de partir. Cependant, on pense qu'il faudrait négocier la fin de la guerre. Les États-Unis soutiennent la principale opposition de la Syrie, soit la coalition nationale, et offrent de l'assistance militaire. Depuis presque le début de la guerre, Al-Qaïda envoie des forces en Syrie. L'État islamique a pris le contrôle du territoire de la Syrie en 2013, grâce aussi à l'aide de quelques rebelles.
Nous allons maintenant continuer avec la perspective politique. C'est en 1946 que la Syrie devient une république indépendante grâce à la fin du mandat français. Cependant, la démocratie syrienne se terminera 3 ans plus tard, en mars 1949, à cause d'un premier coup d'État de la CIA, puis de 2 autres dans la même année. Suivant ces événements, le général Chichakli va établir un régime parlementaire. Un 4e coup d'État suit en novembre 1951 et Chichakli impose son pouvoir personnel. 3 ans plus tard, en février 1954, les civils reprennent le contrôle du pays grâce à un soulèvement populaire. Solidarité! Un régime présidentiel extrêmement centralisé est installé de 1958 à 1963 pour être remplacé par un contrôle du parti Baas en mars de la même année grâce à un autre coup d'État. C'est en février 1966 que les dirigeants du parti Baas, Michel Aflaq et Salah Eddin Bittar, sont renversés à cause d'un putsch, un coup d'État organisé par un groupe politique armé. C'est alors qu'Hafez El-Assad, alors ministre de la Défense, va prendre l'initiative de partir une révolution correctrice, une révolution qui va lui assurer le poste de premier ministre en 1970. Quelques mois plus tard, en 1971, Hafez El-Assad se proclame président et le reste jusqu'en 2000 avant de succomber à une crise cardiaque à l'âge de 69 ans. C'est alors que le fils et l'épouse de ce dernier, Bachar El-Assad et Asma El-Assad, initient des espoirs de réforme démocratique. De juillet 2000 jusqu'en août 2001, le printemps de Daman, une grande quantité de débats sociaux et politiques, a lieu. C'est durant le printemps de Daman que la Syrie va se développer le plus. Finalement, Bachar el-Assad va succéder à son père comme président du parti Baas. En 2005, Bachar va décider, en l'honneur du 10e congrès du parti Baas, de transférer des pouvoirs exécutifs du parti vers le gouvernement. L'administration complète du pays est sous l'autorité de 4 branches du renseignement, le complexe sécuritaire dirigé par Bachar el-Assad lui-même. Bachar diminue la durée des peines des incarcérations pour contestation politique, mais en augmente le nombre. De plus, la censure, surtout celle de la presse, reste et la façon de traiter les sujets autorisés est obtenue par les informations données par l'administration de la censure. L'ONU essaie de faire cesser la guerre pour essayer de préserver le plus possible le droit humain, car la situation en Syrie ne cesse de s'aggraver. C'est malheureusement pourquoi l'ONU a dû se retirer et mettre sur pause sa mission. L'ONU veille aussi à libérer les prisonniers politiques et à enquêter pour mettre fin à l'impunité. Maintenant, nous allons voir la perspective économique. Avant la guerre civile, l'économie syrienne dépendait fortement de ses ressources en hydrocarbures, de son secteur minier, de son industrie textile, de sa production agricole et du tourisme. 94% de l'électricité produite proviennent de centrales thermiques classiques à base de pétrole et de gaz, alors que 6% proviennent de l'hydroélectricité. En 1958, il y a eu une réforme en agriculture qui a enlevé la propriété dans ce secteur. On a créé des coopératives de services et des fermes d'État, comme Hydro-Québec. Cette activité contribue à un quart de PIB de la Syrie. Depuis le début de la guerre civile, la production industrielle s'est effondrée et la désorganisation du secteur agricole menace encore la sécurité alimentaire. Il est primordial de comprendre que la sécheresse qui a frappé la Syrie entre 2006 et 2010 a contribué à faire éclater la révolte. 900 000 Syriens ont vu leurs revenus chuter de 90% en raison de leurs terres s'étant asséchées. À partir de 2011, la Syrie traverse une phase de dégradation du niveau de vie et de forte augmentation du prix des produits de base. Entre 2010 et 2016, la raréfaction de la nourriture, du carburant et des médicaments disponibles, mais aussi par l'arrêt de plusieurs subventions du gouvernement sur l'eau, la nourriture et l'électricité multiplient par 5 l'indice des prix à la consommation. Ceci est le graphique représentant la production syrienne de pétrole en milliers de barils par jour et de gaz naturel en milliards de mètres cubes. Entre 2010 et 2014, l'économie syrienne s'est rétractée de 62% due à la guerre civile syrienne qui a détruit les infrastructures et des lieux de production et empêché les échanges. Avant le début de la guerre syrienne, l'Union européenne achetait 95% du pétrole exporté par la Syrie. En septembre 2011, pour faire pression sur le régime, l'Union européenne décrète un embargo total sur le pétrole syrien.
En avril 2013, la guerre continue. Alors, l'Europe lève partiellement son embargo sur le pétrole syrien. Ceci est expliqué car les ministres européens des Affaires étrangères souhaitent ainsi aider les rebelles syriens qui contrôlent une partie des champs pétroliers. De 2011 à 2014, la guerre a coûté 502 milliards de livres syriennes au secteur du pétrole et des mines du pays. Le conflit a détruit, fin 2014, environ 791 000 logements. Au niveau agricole, la superficie cultivée est passée de 8 millions d'hectares à 3,6 millions entre 2010 et 2015. Au total, entre 2011 et 2016, la guerre civile aurait coûté près de 260 milliards de dollars au total. Ceci est le graphique d'IDH de la série. Il s'agit d'un indice composé qui mesure la qualité de vie moyenne de la population d'un pays. Théoriquement, l'indice va de 0 à 1. Il prend compte de la possibilité d'avoir une vie longue et en santé en se fondant sur l'espérance de vie et la naissance. Ensuite, le niveau de scolarisation. Et enfin, le standard de vie calculé à partir du produit intérieur brut. Ceci est le graphique représentant le PIB de la série. Ce conflit a provoqué une contraction du PIB de moins 12% en moyenne en 2011 et 2018. Ceci est le graphique du PIB par habitant et celui-ci des importations en Syrie. Avec ce graphique, nous pouvons constater que cette année-là, le plus important partenaire à l'importation de la Syrie était la Russie, avec 32% des importations totales syriennes provenant de ce pays. De plus, la part des importations originaires de Turquie s'élevait à 18%. La population compte 17 500 657 habitants en 2020. 77% de la population est sunnite, où on compte d'ailleurs l'armée syrienne. 9% est musulmane alawite, ce qui compte le gouvernement Al-Assad et sa famille. 10% sont chrétiens et 3% est druze. Pour ce qui est de la ruralité et de l'urbanisation, la Syrie est un pays encore assez rural, mais il y a de moins en moins de gens dans les campagnes chaque année. La majorité des Syriens est donc urbaine aujourd'hui et est surtout située dans l'ouest du pays, soit dans la ville de Damas, la capitale, 2,6 millions d'habitants, et d'Alep, qui compte 3 millions d'habitants. Ces deux villes rassemblent presque le tiers de la population totale et plus de la moitié de la population urbaine. Les autres grandes villes sont Tartus et Latakia, qui sont sur des ports de la Méditerranée. Homs, Hama et Dera dans le sud, Idlib dans le nord et Der ez-Zor, Assetché et Kamechlié dans le désert. Pour la démographie, depuis plusieurs dizaines d'années, la population est en croissance. Entre 1976 et 1997, la population augmentait de l'ordre de 3,4% par année. Aussi, depuis 2011, plus de 6,6 millions de personnes ont immigré de la Syrie pour trouver refuge dans les pays limitrophes, soit la Turquie, le Liban et la Jordanie, ou ailleurs dans le monde à cause de la guerre civile. Un autre 6 millions de personnes a émigré dans le pays, d'un endroit à l'autre, à cause de la guerre. Pour l'immigration, il n'y en a pratiquement pas eu à cause de la guerre actuelle. Ce ne serait pas sécuritaire d'y aller ou d'y retourner. Pour l'immigration, plus de 6,6 millions de personnes syriennes ont trouvé refuge dans les pays limitrophes à cause de la guerre. Les réfugiés vont principalement au Liban, plus d'1 million d'immigrants qui ont peu ou aucune ressource financière. Environ 70% de ceux-ci vivent sous le seuil de la pauvreté. En Turquie, le pays qui reçoit le plus de réfugiés au monde, soit environ 3,65 millions de réfugiés syriens. En Jordanie, environ 660 000 personnes en exil, dont 80% en dehors des camps de réfugiés. En Irak, environ 244 000 réfugiés. Et en Égypte, environ 130 000 personnes. Il y a aussi beaucoup de mouvements de population interne, des gens qui partent de la ville. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui dans des camps de réfugiés officiels. Au Canada, il y a 25 000 réfugiés qui entrent au pays entre janvier 2015 et mai 2016. 5 300 de ces réfugiés s'établissent au Québec, dont 80% d'entre elles à Montréal. Parlons maintenant statistiques. 13,4 millions de personnes sont dans le besoin en Syrie. 6,7 millions de personnes sont déplacées à l'interne.
c'est-à-dire qu'ils partent d'un endroit en Syrie pour aller à un autre, dans le fond, mais dans le même pays. 4 sur 5 des réfugiés qui sont en Jordanie sont sous le seuil de la pauvreté du pays. Et ce, même avant la pandémie où leur revenu était d'environ 3 $ par jour. Un enfant syrien sur 3 n'a rien connu d'autre que la guerre depuis sa naissance. Parlons maintenant de la situation avec la COVID-19. Une grande partie des Syriens ont perdu leur travail avec l'arrivée de cette pandémie. Au Liban, 9 réfugiés sur 10 vivent maintenant dans l'extrême pauvreté et il n'y a pas de camp de réfugiés dans ce pays. Les Syriens sont alors dans les villages, les villes et les campagnes et vivent à plusieurs familles dans des petits logements précaires. Ils vivent donc dans des conditions médiocres et souffrent de surpeuplement. Pour ce qui est de l'organisation de la société en Syrie, il y a plus de 13 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il n'y a donc pas beaucoup de personnes en haut de la pyramide, soit environ 4 millions de personnes pour un pays en comptant environ 17 millions. Bien sûr, il y a une petite partie de la population qui est excessivement riche, qui est composée en grande majorité de commerçants. Finalement, côté idéologie, du côté moral, les Syriens sont beaucoup dans l'idéologie du Ba'ath, la résurgence, le réveil et la résurrection. Donc, ils vivent dans l'espoir d'un avenir meilleur et plus radieux. Et du côté politique, la population aimerait bien une démocratie, mais la réalité politique est une dictature, un régime totalitariste, un État unitaire, un régime présidentiel à parti unique.